bienvenue sur la renaissance de mon podcast, le Temple d'Astoria. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet un petit peu profond, mais que je vais essayer de simplifier au maximum. Et ce sujet, c'est l'animus. Qu'est-ce que l'animus ? L'animus, c'est un concept qui a été développé par Carl Jung, qui est le principe masculin dans la psyché de la femme. Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler ? Parce que chez les femmes, en général, cet animus, il est négatif et il contrôle la femme. On va retrouver des femmes qui se critiquent beaucoup, des femmes qui rejettent leur féminité. Après ça, ce sont les choses les plus simples à observer, bien évidemment. Des femmes qui rejettent leur cycle, des femmes qui rejettent les hommes aussi. Et en fait, le problème, il arrive parce que l'animus peut à la fois être positif ou négatif. Quand il est négatif, il va nous contrôler. Ça va être une voix critique et dominante qui cherche à la fois à détruire la femme et qu'on peut du coup penser qu'elle vient de l'extérieur. On peut penser que ça vient du patriarcat ou des hommes à l'extérieur, mais en fait finalement c'est une voix qui est internalisée et qui est archétypale, qui donc n'est la faute de personne. C'est un archétype qui existe dans la psyché féminine. Après, il y a aussi la même chose pour les hommes, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Quand cette voix domine la femme, elle va avoir une vision d'elle-même et de la femme, de la féminité, qui est plutôt misogyne. Elle va voir la beauté féminine à travers les codes de la minceur, de tout ce qui va attirer les hommes finalement, au lieu de voir ses formes, ses rondeurs, sa douceur, ses courbes comme un symbole de fertilité, un symbole de vitalité, de pleine santé, etc. Donc quand une femme va dire moi je dois avoir un ventre plat, c'est complètement nier sa nature au final, parce que déjà quand on regarde, l'utérus est censé faire une petite courbe quand même. Voilà, on voit pas grand chose. Mais l'utérus fait que on est censé avoir un ventre arrondi. Un ventre plat chez une femme, ce n'est pas naturel. Et si son ventre est plat, cela peut vouloir dire que son utérus est rétroversé. C'est-à-dire que l'utérus est incliné vers l'arrière au lieu d'être légèrement incliné vers le pubis et vers la vessie. Donc après ça peut engendrer beaucoup de soucis hormonaux et de santé, etc. Enfin, dès qu'un organe n'est pas aligné, il y a des choses qui peuvent mal se passer ensuite. Et donc une femme possédée par son animus va être très... En fait, il y a plusieurs possibilités. Soit elle va être très contrôlante, elle va vouloir absolument réussir à tout prix, elle va être ambitieuse, elle va s'accrocher uniquement à des figures d'autorité masculine pour s'inspirer. Elle ne va pas écouter les femmes qui peuvent, enfin voilà, des femmes au pouvoir, parce qu'elle va avoir une vision de la féminité qui est mauvaise. C'est-à-dire qu'elle va penser que la femme, la féminité, c'est automatiquement un symbole j'extrapole, mais de soumission, de lenteur, de douceur, de quelque chose de mou en fait finalement. Et c'est pour ça que du coup, elle va complètement se détacher de sa féminité. Et on peut revoir ça à travers les cycles. Les femmes qui rejettent complètement leur sang, ça les dégoûte. Elles veulent pas entendre parler de leur vulve, de leur glaire cervicale. Elles ne veulent pas se toucher. Et je parle pas ici de je parle simplement de toucher simple, naturel et nourrissant. Il y a une séparation avec le corps féminin qui est intense et un dégoût surtout qui est complètement internalisé. Mais encore une fois, ne pas forcément crier au loup du patriarcat parce que ça ne vient pas forcément que de là. Ça vient aussi de la nature destructrice de la psyché qui existe chez tout le monde et qui est juste inhérente à l'existence. Mais le problème, c'est voilà, quand elle nous domine et elle nous possède. Donc voilà, une femme justement qui est possédée par son animus va chercher à dominer les autres. Il va y avoir une compétition avec les autres femmes. Elle va être jalouse parce que c'est le regard masculin qui va prendre le dessus sur la sororité. Une femme, plutôt que de vouloir
être dans l'entraide en fait, elle va avoir les choses comme une compétition. Elle va penser que les ressources ne sont pas illimitées et donc elle va essayer de tout gagner comme feraient en fait les hommes. Eux sont naturellement dans la compétitivité, mais c'est pour d'autres raisons biologiques. Et du coup, la femme n'est pas censée être dans la compétition. Le problème aussi, c'est que la femme, du coup, va internaliser son critique intérieur qui va sans arrêt lui dire tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas bonne pour ça, tu n'es pas à ta place, etc. etc. Donc forcément, on peut voir à quel point ça peut être négatif. On peut voir aussi des femmes qui sont très sarcastiques, qui ne prennent rien au sérieux, qui ne veulent pas ressentir en fait finalement, qui veulent s'éloigner complètement de leurs émotions pour éviter voilà, d'être vulnérables, d'ouvrir leur cœur finalement. Et ça va créer plein d'émotions reniées qui vont s'imprimer dans le corps et qui vont créer des douleurs et des tensions dans le bassin, règles douloureuses, douleurs intimes, etc. Enfin, tout ça, ce sont simplement des émotions emmagasinées. Et en fait, la femme, comme je disais, qui est dominée par son animus, va avoir une vision misogyne de la femme et donc va s'auto-conditionner à rester dans le rôle de la gentille fille. Donc par exemple, quand il s'agit des rapports, une femme va beaucoup plus facilement se forcer parce que c'est internalisé, même si elle a l'impression qu'elle est au clair avec elle-même, elle va se forcer à faire des choses quand elle n'a pas envie, quand elle est fatiguée, quand elle n'est pas 100% alignée, pour faire plaisir, pour avoir la paix, pour être tranquille, parce que à la fois elle a internalisé que le plaisir masculin était la priorité, et que en plus ses émotions, ses besoins n'avaient pas beaucoup d'importance, donc elle s'enfonce, elle s'écrase, pardon. Et c'est comme ça qu'on retrouve des choses comme le vaginisme et les douleurs pendant la pénétration, parce que du coup, voilà, les femmes ne s'écoutent pas en fait, elles sont complètement déconnectées de leur corps. Et ça, c'est ce qu'on retrouve, comme je disais, avec le reflux du cycle, la honte, le sang, et en fait, on voit les changements hormonaux comme quelque chose à changer, quelque chose qu'on doit adapter, plutôt que d'être dans l'acceptation de notre nature. Et tout ça, en fait, ça revient encore une fois à l'animus qui domine la femme. Donc, quand une femme va se détacher, ou en tout cas intégrer son animus, se détacher de sa voix et reconnaître que ce n'est pas sa voix à elle, elle va tout de suite être moins irritable, moins contrôlante, bien évidemment, parce qu'il y aura moins de stress dans sa vision de la vie. Elle va moins être en compétition, elle va voir l'avantage de l'entraide, de la sororité entre femmes, elle va décentrer le regard de l'homme, et ça va lui donner en fait, ça va lui redonner son pouvoir et son énergie, pour se concentrer sur ce qu'elle veut faire. Mais du coup, dans notre monde aujourd'hui, on voit beaucoup la réussite comme quelque chose de... Enfin, c'est quelque chose... La vision de la réussite est très masculine, finalement. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui avec beaucoup de courants activistes, c'est-à-dire ce sont des femmes qui veulent ne pas avoir d'enfants, se consacrer à leur carrière, etc. Mais ça, c'est une vision très masculine, très animus. Ce sont toutes les femmes qui... Enfin, je veux dire quelque chose d'un peu controversé, mais pour moi, les femmes qui refusent catégoriquement d'avoir des enfants parce que elles ont l'impression que c'est un moyen de contrôle sur leur corps, pour moi, ce sont des femmes qui sont contrôlées par leur animus. Je m'ouvre à avoir tort, je m'ouvre à changer d'avis. Je ne suis pas fermée, mais de ce que j'ai pu observer, ce sont souvent des femmes qui sont dans la force, dans les rapports de force, dans la lutte, plutôt que dans... Enfin, en fait, la vision de la femme, elle est pas... C'est pas la féminité, c'est tout mou, et aller à l'encontre de cette vision, ça veut dire être tout de suite dans la force, dans le combat, et en fait, incarner pleinement les valeurs masculines. La féminité peut aussi être yang, la féminité peut aussi être sauvage, intransigeante, dure. Enfin, la femme, elle peut être tranchante aussi. On le sait très bien, mais en fait, on a internalisé que la femme n'est pas censée être comme ça et que ce sont que des attributs masculins. Mais il y a une différence entre être constamment dans la bataille, constamment dans la lutte, dans la colère, dans l'activisme, pour atteindre un objectif qui finalement détache la femme d'elle-même.
Et quand une femme intègre son animus, parce que l'animus, en fait, il peut être très positif, et c'est ce qui va servir à la femme à avoir du discernement, à mettre en place les structures dont elle a besoin pour exprimer sa créativité, mettre en place la discipline d'agir envers ses objectifs, ses buts, ses actions. C'est ce qui va lui redonner un coup de fouet, en fait, finalement. C'est ce qui va la réveiller par moments quand elle est un peu endormie ou perdue dans ses propres ombres. Parce que finalement, je reprends le contenu d'une vidéo que j'ai faite en anglais. Euh, le moment prémenstruel, c'est un moment où la femme est très vulnérable, donc elle est hypersensible, elle pleure facilement, elle est irritable, mais c'est parce qu'elle est très sensible à tout, en fait, son inconscient est ouvert, elle est perméable à ce qui vient de l'extérieur, et donc elle a des difficultés à gérer cette intensité, surtout que la société a les mêmes attentes, peu importe le moment du cycle de la femme. À la limite, on va ridiculiser une femme pour lui dire ah ben elle a ses règles, elle est susceptible, etc. Mais en fait, c'est pas du tout de la. Enfin, c'est tellement déshumanisant de dire ça parce qu'en fait, c'est juste le pouvoir de sensibilité d'une femme dont elle n'a pas à avoir honte. Au contraire, c'est une force. C'est une des forces. On nous a vraiment appris à voir le cycle comme un inconvénient ou à la limite comme un, un processus biologique neutre ou encombrant, alors qu'en fait c'est une force. C'est une force dont on peut prendre parti pleinement pour améliorer des choses dans sa vie. Et donc quand la femme arrive à ce moment-là, avant d'arriver dans son hiver des menstruations, des règles, elle va avoir cette capacité dont je parlais plus tôt, tranchante, de destruction. Mais en fait, c'est des choses qui permettent un nettoyage naturel de la vie. La femme a une capacité de régénération qui passe par un cycle de vie-mort-vie. C'est-à-dire qu'elle renaît et elle détruit les choses qui nécessitent de partir. Et ensuite, elle renaît à l'infini. Et ça, c'est un processus de nettoyage déjà énorme pour le corps, mais dans la psyché de la femme, c'est aussi très important. Et donc quand la femme devient intransigeante, devient froide, sensible, exigeante au moment à la période prémenstruelle, c'est parce qu'elle a besoin de vider, de nettoyer dans sa vie ce qui ne correspond plus. Et en fait, c'est le moment où la femme, comme je disais, est plus sensible, où elle peut le plus se faire prendre en grippe par son animus. Parce que l'animus, ça va être toutes les voix qu'on va entendre de critique, de t'es nul, de toute façon tu arrives à rien, tu travailles pas assez dur, tout ce que tu fais ça sert à rien. Voilà, ce genre de discours. Et la femme à ce moment-là, elle va le prendre personnellement, elle va pas pouvoir faire le filtre entre les deux, et elle va croire que c'est sa voix intérieure, alors qu'en fait c'est la voix de l'animus destructeur. Mais dans un côté positif, quand une femme est perdue dans sa vie, quand une femme n'avance pas, quand une femme est voilà, dépendante finalement des autres, elle peut se retrouver, alors ça peut prendre deux formes différentes. Soit elle va tomber dans une relation amoureuse où son animus va être littéralement projeté à l'extérieur, donc on pourra voir en face, en direct, l'état du discours intérieur de la jeune femme euh, avec le discours de son conjoint. Et souvent, on voit des femmes qui se retrouvent avec des conjoints agressifs ou avec des tendances sociopathiques qui représentent une identification à l'animus destructeur très marquée. Mais en fait, ce processus permet aussi à la femme de se réveiller. Ça peut être uniquement archétypalement dans la psyché sans passer par une relation amoureuse, mais c'est quand même la plus grande majorité des femmes se retrouvent dans une relation toxique et puis se réveillent un bon coup et reprennent leur pouvoir après ça. Parce qu'elles ont pu régler les choses avec leur animus intérieur, avec une vraie personne à l'extérieur. C'est la psyché qui tente tout simplement de régler les problèmes. Et donc, sinon, quand ça se passe, c'est un processus interne où l'animus va aller chercher la femme, quand la femme va être projetée dans les ténèbres, entre guillemets, émotionnelles d'une difficulté de la vie, de son cycle menstruel, etc.,
il y a une étincelle yang, une étincelle masculine qui va venir la chercher et qui va venir allumer la lumière dans ce dans cette obscurité, et ensuite elle va pouvoir refaire son chemin et remonter et redonner de la vie. C'est ce que je disais dans une autre vidéo aussi en anglais, c'est que c'est associé au mythe aussi, l'animus positif est associé au mythe pour moi, enfin au mythe non, l'histoire de la Belle au bois dormant. Parce que quand le féminin à l'intérieur d'une femme est endormi, comme Aurore dort et son royaume dort avec elle, donc son royaume ça représente vraiment euh, tout le potentiel de la femme, toutes ses forces, toute sa confiance, son expression, son authenticité. Et on voit même les ronces qui grandissent, qui envahissent, qui prennent possession d'elle, en fait, qui la figent. Et c'est pour ça que quand il y a des femmes qui se retrouvent figées comme ça toute leur vie, sont des femmes qui vieillissent mal, qui sont aigries, qui n'ont aucune passion, aucune joie, etc. Et en fait, quand l'animus positif réveille la femme, c'est ce prince finalement qui vient la réveiller. Mais le prince, il vient juste. En fait, le prince, c'est le principe, c'est le principe actif dans la psyché qui va venir sauver la jeune fille en enlevant toutes ses croyances limitantes, par exemple, c'est-à-dire en détruisant les ronces, etc., en bravant les démons, en bravant les émotions enfouies, en bravant le dragon. Bon, dans cette histoire-là, il n'y a pas de dragon, mais d'une manière générale, c'est ça que ça représente dans les histoires, le symbole du dragon. Et ensuite, va venir réveiller la jeune femme avec un baiser d'amour. Et finalement, c'est la femme qui s'embrasse elle-même, qui se montre de l'amour inconditionnel. Et ensuite, elle se réveille et avec elle, tout le royaume se réveille. Et ensuite, sa vie, c'est son royaume. Et du coup, tous ses potentiels sont ouverts, tous ses champs sont ouverts. Elle est confiante, à l'aise, libre et pleinement incarnée surtout. Parce que c'est ça qu'on voit aussi avec la Belle au bois dormant, c'est que une femme qui est endormie à ses forces est une femme qui n'est pas pleinement incarnée. Elle n'est pas là, elle est ailleurs, elle est dans un sommeil. Elle est là, elle fonctionne, mais elle n'est pas vraiment là finalement. Le principe de l'animus, c'est soit de détruire, soit de construire. Donc finalement, c'est très important pour une femme de faire attention à l'état de cet animus pour savoir si elle y est associée ou pas. Parce que vraiment, une femme associée à son animus, c'est à son plus grand détriment. Et elle se rend même pas compte. En fait, ça, le problème, c'est que c'est très dur. C'est très très dur de se détacher de cette identification parce que l'animus a beaucoup de défense. Il est très malin. Il est très malin et il va savoir quoi utiliser pour garder la femme sous son joug finalement. On peut aussi transposer cette image au mythe de Perséphone, où Hadès a trouvé un moyen de garder Perséphone dans le monde des enfers en lui faisant manger un grain de grenade. Il y a un petit peu cette notion où la femme, dans tous les cas, sera corrompue par cette énergie destructrice, dans son inconscient bien évidemment, mais en fait c'est pour ça qu'elle se retrouve propulsée euh, à chaque cycle dans le monde d'en bas. Elle se retrouve face à ses émotions négatives parce que mais c'est aussi ça qui montre l'intégration, parce que quand elle a intégré cette capacité à changer de monde et à faire face au monde de l'ombre à chaque cycle, elle va pouvoir vraiment commencer à utiliser son cycle menstruel comme un outil de régulation, un outil pour nettoyer les choses dans sa psyché, parce que le corps se débrouille tout seul pour nettoyer ce qu'il y a dans le corps, mais pour nettoyer ce qu'il y a dans sa psyché, pour faire le vide des émotions qui doivent partir, et faire le vide dans sa vie des relations, des objets, des actes, des habitudes qui doivent partir aussi. Et en fait, c'est avec cette conscience que la femme reprend son pouvoir sur sa vie, qu'elle change de regard, euh, et qu'elle commence à voir la féminité comme autrement que comme quelque chose de mou, de lent, de yin, de très yin en fait. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, avec le yin-yang, on se mélange les pinceaux et on pense que du coup, la féminité, c'est quelque chose d'uniquement très sensuel, très suave, très lent, doux, froid, très, voilà, j'imagine une petite rivière ou quelque chose de noir, de voilà. On imagine trop cette énergie-là, mais finalement, ça manque de nuance, ça manque de complexité. Parce que le féminin et le masculin contiennent chacun du yang et du yin. Et donc le yang féminin
s'il n'est pas intégré et reconnu comme tel, peut être destructeur. Et c'est pour ça que je ne peux que vous encourager à essayer de trouver en vous cette énergie. Et d'ailleurs, comment la reconnaître justement? Comme je disais, ça peut être très difficile au début parce que bah, c'est dans la psyché, donc c'est quand même toutes les voies intérieures, comment faire le tri dans ces voies intérieures. Mais en fait, très rapidement, on va remarquer si cet animus est associé à quelqu'un, c'est-à-dire à une figure autoritaire qu'on a pu connaître dans le monde public, ou alors une figure autoritaire dans notre famille. Ça peut être un ex, ça peut être le fantôme du père, surtout si on a eu un père absent, un père qui avait une indisponibilité émotionnelle. Donc on peut retrouver cette voix à l'intérieur qui nous dit en tant que femme, en tant que petite fille, tu ne mérites pas ta place. Parce que c'est ce qu'on a internalisé, c'est pas forcément ce qu'on nous a dit, mais c'est ce qu'on a internalisé avec les actions des adultes quand on était enfant. Et donc bah voilà, finalement, cette voix va prendre une forme, et j'irai même plus loin, ça peut prendre une forme féminine, parce que si votre mère était possédée par son animus à elle, qu'elle était du coup dominée par cette voix. Après, j'aime pas vraiment parler de patriarcat, de tout ça, parce que c'est pas le combat du tout, mais c'est quand même cette notion-là dont on peut parler. Une femme qui est dominée par la vision patriarcale de la femme. Alors la vision voilà, qui est finalement assez misogyne. Et donc si votre mère était misogyne enfin, voilà, autoritaire, dure, coupée de ses émotions, coupée de son corps, qui vivait dans la honte, etc., vous pouvez aussi avoir internalisé son animus à elle. Et donc ce ne sera pas forcément une figure masculine qui va représenter votre animus. Enfin après, de toute façon, il peut y avoir plusieurs figures qui représentent votre animus. Mais du coup, voilà, ça peut aussi se passer par une figure féminine. Mais pour terminer, on n'est pas vraiment tout seul face à ces archétypes dans la psyché. C'est pour ça qu'on peut utiliser les histoires, les mythes, en plus des psychothérapies et tout ça, mais on peut déjà commencer à retrouver les voix grâce aux archétypes et commencer à séparer ce qui se passe dans notre tête et séparer déjà quel type de discours on a envie d'avoir, comparé au discours qui n'est pas vraiment le nôtre finalement, et voir que finalement notre nature, elle est aimante, elle est compréhensive, elle n'est pas aussi exigeante. Euh, et peut-être aussi, du coup, transformer notre relation au féminin, ne pas vouloir sans arrêt s'identifier aux hommes, ne pas vouloir ressembler à un homme, ne pas vouloir juste suivre les conseils de santé qui sont faits pour les hommes, surtout au niveau du fitness et de l'alimentation, etc. Vouloir continuer à persister à faire ça, c'est renier sa propre nature finalement. Je pense que j'ai fait le tour du sujet pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram, je serai ravie de répondre. Et si jamais vous avez aussi des suggestions de sujets, n'hésitez pas à les proposer. À bientôt!